Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Sur Global. En streaming. 10º encuentro abierto. Muntref. Sede Inmigrantes. Avant tout, merci beaucoup parce que après une longue journée de filmation, vous nous donnez votre temps. Moi, je suis Aníbal Josami, on a parlé par téléphone quand j'étais à Paris et ma compagne Diana Wexler, nous sommes en train avec Diana d'organiser la Biennale internationale d'art contemporain de l'Amérique du Sud pour septembre à décembre 2017. Et cette semaine, nous avons 2 journées, le 22 et le 23, que ce sont 2 journées préparatoires, 2 journées de réflexion pour arriver à la plateforme de la Biennale. Malheureusement, je ne vais pas être... Oui, mais au moins vous serez par Skype, votre image sera présente. Et il a été avec nous, mais il a dû partir, Edgardo Kosarinski, qui est un cinéaste, oui, un cinéaste et écrivain argentin oui, que vous les connaissez et qu'il voulait beaucoup parler avec vous. Je disais que Edgardo, qui a dû partir, nous avait laissé une première question qui était comment avait évolué votre regard cinématographique sur les sujets que vous prenez en compte, sur la situation politique, etc., du premier moment que vous avez commencé à filmer jusqu'à maintenant. Bon, mais ça va faire un discours assez long. Non, moi, j'étais comme architecte. J'étais supposé suivre le travail de mon père, qui était architecte de Bauhaus. Mon père était élève de Kandinsky, de Mies van der Rohe et des autres. Mais dans les circonstances de mon pays, j'étais envoyé à la guerre de Kippour. À mon retour de cette guerre, j'ai senti que l'architecture est devenue un exercice un peu formel et j'ai envie de faire autre chose. Alors j'ai commencé à faire des films, des fois des documentaires et des fictions. Et depuis, j'ai fait quand même quelques-unes. Et comment évoluait votre regard sur toute la situation à partir de ce moment jusqu'à maintenant? C'est-à-dire, moi, j'ai jamais fréquenté l'école de cinéma. Alors, j'ai appris des choses au long de mon travail. Et des fois, j'étais inspiré par les gens qui travaillaient avec moi, des comédiens comme Jean Moreau, comme Binoche, ou des grands comédiens israéliens et palestiniens. Et des fois, c'était les chefs opérateurs comme Al Khan, comme Renato Berta et des autres qui m'ont inspiré. C'est-à-dire que l'aspect artisanal de ce métier de cinéma m'a inspiré. Mais aussi, je trouve que le cinéma, en général, il devient un peu vide de contenu. Et je crois que ce drame du Moyen-Orient a mérité d'un cinéma fort qui engage avec le réel, qui dit des choses. Des fois, les réactions ils sont amicales et des fois non, mais c'est pas grave. Il faut quand même qu'on arrive à dire certaines choses. En su trabajo y en parte también en el de Edgardo Kosarinski, y por eso nos interesaba el diálogo entre ambos, aparece una relación muy confusa, en el mejor sentido del término, entre documental y ficción. ¿De qué manera eso tiene que ver con su propio gesto autobiográfico en toda la filmografía? C'est-à-dire, moi je trouve que le travail de documentaire, c'est un peu comme l'art. C'est-à-dire, on découvre couche par couche une certaine réalité. Et le travail c'est un travail architectural. On construit certaines choses. Alors, je trouve que c'est complémentaire. Le documentaire, c'est des fois une démarche
qui m'aide comme citoyen de cette région de comprendre des choses qui me touchent, qui me dérangent. Mais vraiment, c'est une sorte de travail civil. Et la fiction, c'est une sorte de fois de travail naturaliste, mais des fois aussi une sorte de travail de spectacle. Alors, comme je vous avais dit que je n'ai jamais fait même pas une heure d'école de cinéma, je sens complètement libre de faire des films de documentaire, des films de fiction, de faire des expositions, de faire des livres, de parler avec vous à Buenos Aires, que moi je suis à Tel Aviv. Et je trouve que c'est ce sens de liberté qu'on a besoin. C'est-à-dire de liberté de dire les choses qu'on a envie de dire. Et je crois que ça, c'est l'essentiel de l'expression. Me parece que su trabajo con Jean-François Chevrier en formas biográficas, en donde el archivo y fragmentos de la filmografía se presentaron en la exposición del Museo Reina Sofía, mostró un costado que normalmente un cineasta no mostraría, que es fragmentar su filmografía, y a la vez me hace pensar en otro sistema de montaje, un montaje que se muestra en el espacio. ¿Estaría ahí también la mirada del arquitecto? C'est-à-dire, moi je trouve qu'effectivement, cette grande exposition qui était faite par Jean-François Chevrier et Elia Pijolet à Reina Sofia il y a un peu plus d'un an, était pour moi une démarche très intéressante, que c'est vraiment la conception de quelqu'un, Chevrier, un très bon penseur, aussi pas corrompu par le marché d'art, parce que dans le marché d'art, comme il y a beaucoup d'argent, des fois, il faut méfier un peu. Alors, c'était un travail très rigoureux qui montrait un peu comment, à travers de mon travail, moi, je vais parler, par exemple, de contexte. Et Manolo, qui dirige la Reina Sofia, qui est aussi un compère exceptionnel, et c'est les choses qui l'intéressent. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple qui parle de travail, comme Manolo, il a approché Guernica de Picasso, après la mort de Paco et le retour de Guernica depuis New York, il n'a pas mis à côté de Guernica des petits croquis d'études de Picasso, mais en face de Guernica, il a mis un petit newsreel de Buñuel, de la guerre civile. À côté, il a mis des émissions radio, c'est-à-dire il a mis dans une sorte d'égalité d'expression artistique variée. Et je crois que ça nourrit la lecture du travail. Alors, comme Février, il a travaillé sur mon travail, c'était un grand expo, il avait 12 salles de la Reina Sofia. Il a regardé comment, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'histoire de mon père, qui était architecte Bauhaus. Et je crois qu'une des choses qui m'a intéressé dans le Bauhaus, c'est aussi que c'était la première école que Goebbels il a fermée. C'est-à-dire Goebbels il a fermé le Bauhaus même avant l'école marxiste. Il a considéré que la forme moderne, minimaliste, modeste, elle est un menace pour une idéologie fasciste. Alors, comme je regarde la biographie de mon père, à la fois j'ai beaucoup de respect à ce monsieur qui était mon père, mais aussi je trouve que cette génération d'architectes très inspirés par les questions sociales, comment on peut pas seulement construire des aéroports ou des grands musées, mais aussi un petit appartement de 70 mètres carrés qui va être fréquentable pour des gens modestes. C'est-à-dire les grands architectes de cette époque étaient complètement impliqués pour construire une tissu architectural. Alors, quand je regarde le travail de mon père, ce n'est pas strictement l'amour d'un fils à son père, mais c'est aussi, je trouve que ce n'est pas strictement passéiste, ce n'est pas seulement sentimental, mais je trouve que ce type d'architecte, et mon père, il n'est pas seul, et il faut qu'on revienne à cette sorte de modèle. L'architecture d'aujourd'hui, il y a presque trop de design dans l'architecture,
qu'il faut qu'elle revienne dans certaines configurations simples. Alors, pour revenir à votre question sur Chevrier, lui, il a suivi ce parcours que j'étais allé dans le Bauhaus à Dessau pour chercher cette référence. Par exemple, j'ai travaillé sur les correspondances de ma mère parce que c'était publié par Gallimard. Et ma mère était féministe, était une femme laïque. Alors, c'est aussi type de femme qui était ma mère. Inspire aussi, dans quelque façon, ce travail. Alors, c'est des personnes, cet homme et cette femme qui, on peut dire, qui m'a coproduit. Alors, il présente un ingrédient de mon travail. Alors, je trouve que comme on fait des grands films, j'ai fait des grands films sur la guerre avec Kippour, sur la religion avec Kadosh et des autres, de temps en temps, il faut aussi laisser revenir à cette sorte d'intimité de l'histoire familiale que vous avez bien évoquée et qui ça va régénérer une autre réflexion. Alors, effectivement, comme visiteur, j'étais très intéressé avec cette, comment le contexte, on peut dire aussi le contexte à sens large, il est intégré dans. Realmente nos resulta muy estimulante este otro montaje que construye una mirada sobre el pasado a partir de preguntas muy contemporáneas y a la vez, bueno, nos daría muchas ganas de poder contar con una exhibición suya en nuestro espacio. Elle a dit que c'est très intéressant et que c'est très intéressant cette façon de regarder le passé à partir d'images très contemporaines. Nous connaissons très bien le travail de Chevrier qui a été professeur invité à notre université l'année passée et aussi avec Manolo et le musée Reina Sofia, nous travaillons ensemble et le musée c'est la partie de notre biennale et Diana a dit et nous pensons ça et ça c'était l'intention ultérieure après ces premiers contacts de vous proposer de faire une exposition dans un de nos musées, dans le Centre d'art contemporain qui est dans l'Hôtel des Émigrants. L'Hôtel des Émigrants en Argentine, c'est comme Ellis Island aux États-Unis, c'est l'hôtel où on entassait les immigrants avant de les permettre d'entrer au pays. Mais en revenant à la question cinématographique, peut-être on pourrait vous définir du point de vue que vous avez effacé la vieille distinction entre le documental et la fiction. Vous pensez ça? C'est-à-dire que moi je trouve que l'accord des cinéastes au film documentaire est différent que le film de fiction. Par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Terre promise sur le trafic de femmes de l'Europe de l'Est pour la prostitution au Moyen-Orient. Et c'est cet cycle de mafioses qui emportent les femmes de Roumanie ou de Moldavie vers le Sinaï. Et dans cette Sinaï, ils sont violés par des Bédouins en Égypte. Et après, ils traversent les frontières vers Israël, où ils sont vendus aux mafios israéliens. Et plus tard, ils sont même vendus aux mafios palestiniens. C'est-à-dire toute cette frontière tellement hermétique du Moyen-Orient, qu'il y a toute cette guerre et tout ce conflit, comme il s'agit d'exploiter des femmes qui ne sont ni juifs, ni arabes, ni israéliens, ni palestiniens, il n'y a pas de problème. Bizarrement, toute cette frontière il tombe à travers de ce cycle de crimes. Alors, pour revenir à votre question, c'est-à-dire, j'étais dans les questions, est-ce que je vais faire un documentaire? J'étais beaucoup assisté par l'organisme de droits humains. Est-ce que je vais faire un documentaire? Mais j'ai senti que je n'ai pas envie de positionner les femmes que c'est leur travail dans cette position devant une caméra documentaire. Et je trouvais que c'est trop cruel, c'est trop intimidant. Alors j'ai décidé de ne pas faire un documentaire. Et le film, c'est un film de fiction, c'est-à-dire tous les gens qu'on voit dans le film, ils sont des actrices ou des acteurs. Alors je crois que c'est surtout la question d'éthique
de cinéma, entre le cinéma documentaire et la fiction, il faut la regarder. Mais c'est une question très longue et je vois que vous êtes... j'imagine que la conférence va être longue, alors je ne vais pas prendre tout l'espace. Merci beaucoup. Et oui, ça aussi tient à voir ce que vous venez de dire, assez avec l'université, parce que nous avons une maîtrise en journalisme documentaire dans laquelle les élèves de la maîtrise travaillent aussi dans une combinaison de documentalisme et de fiction. Mais il y a une phrase de Jean Cocteau qui disait que qu'en faire du cinéma, ça serait aussi bon marché qu'acheter, ça serait le même prix qu'acheter un crayon et un cahier. On verrait vraiment qui étaient les vrais poètes de la cinématographie. Non, c'est très beau. Vous savez, mon premier directeur de photo, Henri Alcan, il a fait La Belle et la Bête de Cocteau. Et on a parlé souvent de Cocteau. Alors, effectivement, cette sorte de rapport entre la poésie et la politique m'intéresse. Bon, M. Gitaille, de nouveau, merci beaucoup. Ça, c'est une sorte de petite graphie en attendant le moment qu'on vous aura personnellement à Buenos Aires. On a même réussi de faire la conquête sur la technologie. Ah, et oui, la dernière question, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de filmer en ce moment? Vous savez que mon dernier film était dédié à l'assassinat de Rabin, qui était Premier ministre en Israël. Les derniers jours de Rabin, oui. Alors, comme il a négocié Rabin, il m'a amené dans son avion à Washington, et aussi au Caire, en Égypte, et j'ai parlé pas mal avec lui. C'était un homme assez touchant parce qu'il était très simple. J'ai connu quelques hommes d'État, mais il n'avait pas de langage de bois comme en français. Il a dit directement les choses, comme une sorte de kibbutznik, un peu crude. Et je crois qu'avec ça, il a gagné beaucoup de respect et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus dérangeante, de cynisme. Alors, moi, je dis que même le film sur Rabin, j'ai fait pas seulement comme citoyen. Et là, je suis en train de revisiter les lieux que je visitais il y a 20 ans et de filmer, c'est fascinant. Alors, si je viens peut-être l'année prochaine, je ne sais pas si on va faire cette chose expo chez vous l'année prochaine. Et peut-être on peut faire quelques archives, je vous amène. D'accord, merci beaucoup. Et sans faute, on va essayer de combiner vos horaires de voyage pour vous recevoir en Argentine le plus tôt possible. Alors, de nouveau, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.